Alors, cette diversité des paradoxes repose-t-elle sur une structure logique commune? Peut-on trouver un élément commun à tous les paradoxes? Ou les paradoxes donnent-ils lieu à plusieurs familles n'ayant aucun rapport entre elles? Nous voici donc dans la classification des paradoxes d'un point de vue logique. Dans ses travaux, Russell suppose qu'il n'y a qu'une seule catégorie de paradoxes logiques, c'est-à-dire que tous les paradoxes logiques ont la même structure. Un paradoxe logique est un énoncé qui comporte un cercle vicieux. Ainsi, tous les paradoxes logiques devraient pouvoir être traités de la même manière. Il pense en effet que tout paradoxe est lié à l'auto-appartenance ou à l'auto-référence, comme le paradoxe du menteur par exemple. On peut l'énoncer ainsi. La phrase que je suis en train d'énoncer est fausse. Si cet énoncé est vrai, alors la phrase devrait être fausse. Et si cet énoncé est faux, cela suppose que la phrase est vraie. Mais on obtient également une contradiction. C'est ce qu'on appelle un paradoxe, un cercle vicieux. Quelle que soit la solution que l'on emprunte, on revient au point de départ. Pour sortir de ces situations, Russell va développer une théorie qui va restreindre l'autoréférence. Cette théorie s'appelle la théorie ramifiée des types. Elle consiste à éliminer les définitions imprédicatives. Autrement dit, elle exclut les phrases, les propositions, les ensembles ou les prédicats qui font référence à eux-mêmes. Ce dispositif interdit la réflexivité, qui pourtant est une propriété caractéristique du langage humain. Cette solution de Russell nous met donc face à une alternative quand on l'applique à la théorie des ensembles. D'ailleurs, Kurt Gödel a montré que ce dispositif impliquait deux choses incompatibles entre elles. Ou bien les mathématiques classiques sont fausses, ou bien le principe du cercle vicieux est faux. Il nous faut donc trouver une autre classification et un autre dispositif si l'on veut conserver les mathématiques classiques. Un autre logicien qui s'appelle Ramsay distinguait les paradoxes proprement logiques, comme le paradoxe de Russell, et les paradoxes sémantiques, comme le paradoxe du menteur. En distinguant les paradoxes syntaxiques simplement liés à la structure et les paradoxes sémantiques qui eux sont liés au sens, à la vérité, nous allons pouvoir aborder la résolution des paradoxes d'une autre façon que celle de Russell. Gödel a proposé une distinction très fine des paradoxes logiques. Première étape, il distingue les paradoxes sémantiques, tels le paradoxe du menteur. Et il distingue les paradoxes syntaxiques, le paradoxe de Russell par exemple. Mais au sein des paradoxes proprement logiques, qui sont les paradoxes syntaxiques, on peut distinguer deux autres familles de paradoxes, les paradoxes intentionnels, qui sont liés à des définitions, et les paradoxes extensionnels, qui sont liés à des quantités infinies. En effet, il semble que chacun de ces types de paradoxes pose un problème bien spécifique. Les paradoxes sémantiques, comme le paradoxe du menteur, portent sur le langage. La solution de ce paradoxe suppose de distinguer plusieurs niveaux de langage. Cela rejoint l'idée de Russell, qui consistait à hiérarchiser les expressions du langage. Cette solution repose sur une distinction fondamentale qui n'apparaît pas spontanément dans les langues naturelles. Il y a plusieurs sortes d'énoncés. Alors, il y a les énoncés qui font partie du langage objet, qui sont en fait les énoncés de premier niveau. Ce sont les énoncés qui portent sur les objets du domaine dont on parle. Exemple, quand nous parlons de ce qu'on voit dans la rue ou ailleurs, ou alors lorsque nous utilisons des nombres entiers, nous utilisons un langage de premier niveau, un langage objet. On l'appellera un langage objet. Mais si on parle de la grammaire française, ou si nous parlons des règles de l'arithmétique, alors nous parlons du langage objet lui-même. Nous sommes dans un métalangage. Le métalangage, c'est le fait de parler d'un langage, des règles d'un langage. Ce second niveau, c'est bien ce qu'on appelle le métalangage, c'est ça. Nous sommes dans un métalangage quand nous formons des énoncés qui portent sur le langage objet lui-même, sur le langage de départ. Prenons un exemple dans les langues naturelles pour illustrer cette distinction. La phrase « il pleut ». C'est une phrase du langage objet. Tandis que la phrase
Il est vrai qu'il pleut. On peut la considérer comme une phrase du métalangage, car elle porte sur une phrase du langage objet. Elle nous dit que la phrase « il pleut » est vraie. Une phrase du métalangage est une phrase qui parle d'une autre phrase. Et c'est pas une phrase qui porte sur les objets du monde, comme la pluie. Il faut donc bien avoir à l'esprit que la résolution de tous les paradoxes sémantiques peut s'effectuer en prenant en compte une distinction primordiale. La langue peut être utilisée à différents niveaux. On peut parler d'objets, on peut parler des énoncés qui parlent de ces objets, on peut parler des énoncés qui parlent des énoncés qui portent sur les objets, et ainsi de suite. C'est l'une des caractéristiques du langage humain. Il peut se prendre lui-même comme objet d'étude ou comme objet de réflexion. La situation va être totalement différente quand on s'intéresse aux paradoxes syntaxiques. Il y aura les paradoxes intentionnels, qui sont liés aux définitions, et les paradoxes extensionnels, qui sont liés à des quantités. Et là, on va avoir affaire à des problèmes plus complexes. D'après Gödel, les premiers nous conduisent à questionner le statut des objets mathématiques, et donc leur résolution va reposer sur la construction d'une théorie des ensembles adéquate, non contradictoire, cohérente. Et les paradoxes extensionnels, quant à eux, mettent en cause les concepts mathématiques et la logique. Nous pouvons traiter les paradoxes grâce à des langages logiques tels que le calcul des prédicats. Je vous en ferai une présentation une prochaine fois.